Ok, je suis sûr que la majorité d'entre vous aimez les films d'horreur. Je pense que sinon vous ne seriez pas là, quoi, honnêtement. Voilà, un type de film qui existe depuis des décennies et dont certains font même partie des classiques du 7e art. Enfin, après ça c'est pour les films mainstream, on va dire. Ceux qu'on peut voir au cinéma ou même en VOD. Rapprochez-vous. Vous avez peut-être déjà vu Saw ou même encore The Human Centipede, qui sont quand même particulièrement trash, mais je pense que peu d'entre vous ont déjà entendu parler de Squirmfest ou même de Regurgitated Sacrifice. Et pour parler de ces films, eh bien on va se servir du principe là de l'iceberg. L'idée, c'est de commencer par traiter le sujet en surface, avec des films que vous avez sans doute déjà vus. Vous dites, ouah, non, je suis un connaisseur. Sauf que au fur et à mesure, on va plonger dans les profondeurs, les abysses et finalement les ténèbres. Et on va découvrir des films toujours plus horribles, sordides et qui illustrent ce que l'humain est capable de faire, peut-être de pire. D'ailleurs, pour votre prochaine soirée film à la maison, j'ai quelque chose pour vous. Tout simplement comme alternative à votre bouteille de soda. Et là, je parle bien évidemment des boissons au lit. Alors que ce soit grâce à leur gamme Iced Tea ou même leur gamme Sport Hydratation, vous pourrez vous désaltérer de façon la plus saine possible. Et en même temps, au lit, c'est aussi des boissons énergisantes. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de boost, que ce soit dès le matin ou dans la journée, c'est pour vous. Sachant que les produits au lit, quelle que soit la gamme, c'est du sain. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et les arômes et les colorants sont naturels. Après, si vous dites, ouais, mais sans taurine, je vais pas avoir l'énergie supplémentaire, en fait, vous faites fausse route. Car en fait, au lit utilise de la New Caf. En fait, c'est de la caféine cristallisée. Et l'intérêt, c'est que ça a des effets plus long terme et surtout, ça évite le crash post-caféine. Un petit peu comme la théine finalement. Et en même temps, au lit, c'est très écologique. Parce qu'en effet, vu que un pot, ça contient des dizaines de doses, celui-là est déjà bien entamé. En fait, ça évite de jeter l'équivalent de 50 canettes. Théoriquement, juste avec ce pot, vous pouvez vous faire 50 shakers. C'est quand même énorme. Mais au lit, c'est également healthy grâce aux vitamines et aux antioxydants qu'on trouve dans leurs produits. Alors personnellement, si vous n'avez pas encore essayé, je vous conseille les packs découvertes. En fait, c'est une boîte avec plein d'échantillons où vous pourrez retrouver la majorité des saveurs au lit. Et après, il y en a peut-être une ou deux que vous allez kiffer et vous pourrez prendre un pot un peu plus gros, par exemple. Alors, de mon côté, ma saveur préférée du moment, c'est le Peach X Black Tea. C'était ce pot-là, Et ça fait partie là de la gamme Iced Tea. Et bien évidemment, bien sûr, j'ai des codes promo pour vous. Déjà, vous pouvez utiliser code FECON5 pour avoir 5 € de réduction sur les premières commandes, en passant par le lien en description. Mais aussi, il y a code FECON qui vous donne accès là à 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Voilà, c'est cadeau. Vraiment, si vous avez l'habitude d'acheter des bouteilles de soda, d'Iced Tea et compagnie, mettez ça à la poubelle et puis prenez ça à la place, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, comme ça, vous allez tout empaqueter. C'est beaucoup plus simple. Ok, voilà. Bon, en tout cas, avant d'entamer la vidéo, je préfère quand même vous prévenir, mais on va très rapidement aborder des choses hyper sensibles. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais je pense que oui, sinon vous seriez pas là. Et honnêtement, je peux même pas vous faire une liste de trigger warning, c'est-à-dire des moments où vous faites attention, là ça va être chaud parce que tout ce qui est problématique, immoral, illégal, sera dans cette vidéo. Alors, on ne vous montrera pas des extraits des films pour des raisons évidentes de tout type, mais je décrirai quand même souvent les choses de façon assez graphique. Donc si vous ne vous sentez pas d'attaque, passez à une autre vidéo et puis voilà quoi. Bref, bienvenue dans l'iceberg sur les pires films d'horreur, mais pas que. Et on attaque avec la surface. Saw. Alors bon, déjà comment pas commencer un iceberg sur les films les plus dérangeants sans parler de Saw, qui a marqué toute une génération. Lui, il est sorti en 2004 et le film s'ouvre sur deux personnes, Adam et Lawrence, qui sont enchaînés dans une salle de bain particulièrement glauque quand même. Et entre deux, il y a un corps sans vie. Et là, en réalité, ils sont tombés entre les mains de John Kramer, alias Jigsaw. Et lui, il s'est fixé comme mission de punir différentes personnes qu'il juge déviantes, que ce soit pour des problèmes d'adultère ou même de corruption. Mais plutôt que de les tuer directement, il leur fait subir une sorte d'horrible escape game grandeur nature. Là, si vous échouez, c'est vraiment la mort. En fait, le film, il a tellement cartonné à l'époque qu'il a donné naissance à une très longue saga. 10 films en 20 ans, Et en plus, il y a un 11e opus qui devrait sortir dans quelques mois. Midsommar. Alors là, on enchaîne sur un film beaucoup plus récent, sorti en 2019, et c'est Midsommar. Le pitch est tout simple. Suite au suicide de sa sœur, qui a également coûté la vie à ses parents, la jeune Dani, qui est complètement traumatisée, part en vacances en Suède pour assister au Midsommar. En fait, le Midsommar, c'est une fête très spéciale pour célébrer le solstice d'été. Ce qui est intéressant, c'est que le film, c'est rarement dans le noir que ça se passe, ou du coup, avec les ambiances qu'on connaît dans les films d'horreur, là, c'est en pleine lumière, les gens sont habillés en blanc. D'ailleurs, on est très loin d'une fête sans histoire. Et Dani comprend rapidement qu'elle est tombée en plein milieu d'une secte. Il y a des prises de drogue, des viols et des suicides qui vont alors rythmer son quotidien. Et sans trop rentrer dans les détails, on a le droit à des gros coups de maillet sur la tête d'un personnage, mais également différents rites sexuels plus ou moins explicites et choquants. Alors, si le film risque de vous mettre mal à l'aise visuellement, comme c'était mon cas, c'est surtout psychologiquement qu'il risque quand même de vous impacter. Parce que c'est hyper réaliste, on a l'impression d'y être, au lieu d'aller dans l'abondance des effets gore et des screamers. La maison des 1000 morts.
Bon, vous le savez, mais il y a beaucoup de films d'horreur qui se servent de la soirée d'Halloween pour planter leur décor. C'est un peu cliché, bon voilà, et ça c'est exactement le cas de La Maison des Mille Morts, qui a été réalisé par Rob Zombie, ça ne s'invente pas, et il est sorti en 2003. Là, le synopsis est tout simple. On a un groupe de potes qui récupère une jeune fille sur la route et elle finit par les emmener chez elle. Et très rapidement, on apprend que sa famille s'adonne au cannibalisme et à des rites sataniques. Et là, contrairement aux deux premiers films dont je vous ai parlé, on peut ajouter l'étiquette comédie horrifique. Parce qu'en fait, le film est assez barré, mais néanmoins, il est aussi quand même un petit peu traumatisant pour les âmes les plus sensibles. Donc, par exemple, si vous êtes coulrophobe, les clowns, c'est pas votre tasse de thé, là, passez votre chemin, clairement. Parce que c'est quand même très graphique, c'est visuel, c'est gore, il y a des scènes de torture, de meurtre, alors que ce soit au rasoir, au flingue, et le tout avec une couleur rouge omniprésente pour bien rappeler le sang. D'ailleurs, à noter que le réal, Rob Zombie, s'est inspiré d'énormément de tueurs qui ont existé pour créer son film. Comme par exemple le tueur en série John Wayne Gacy, ou même la famille Monson ou la famille Sawyer. La colline a des yeux. Là, on remonte le temps jusqu'en 1977 pour parler du film La colline à des yeux de Wes Craven. Sachant que lui, pour info, il a eu le droit à un remake en 2006 qui a été réalisé par Alexandre Aja. Le film est quand même très connu, mais si vous connaissez pas, ça raconte l'histoire d'une famille américaine qui, suite à un accident de voiture, doit s'arrêter au milieu de nulle part. Sauf que les collines à proximité sont habitées par une famille de cannibales, composée entre autres de Pluto, dont vous avez sans doute déjà vu la tronche. Voilà, c'est celui-là, avec la tête qu'il faut. Bon voilà, au programme, vous aurez droit à du cannibalisme, bien sûr, mais aussi des agressions sexuelles et des meurtres plus ou moins visuels. Car en fait, Wes Craven ne mise pas trop sur les effusions de sang, ou même les trucs qui sont insoutenables. Mais lui, il préfère plutôt l'ambiance qui est pesante. Psychologiquement, genre, c'est là où ça va vous ronger, ça va vous mettre la pression. Bref, film intéressant. Hostel. Bon, pour terminer la surface, pour les choses soft, on va dire, parlons de Hostel, qui est réalisé par Eli Roth. Il a aussi réalisé le film Cabin Fever, qu'on a quand même hésité à mettre dans cet iceberg, mais bon, on l'a pas mis parce que, c'est un peu le même style. En tout cas, Hostel raconte l'histoire de deux potes américains, Joss et Paxton, qui font un tour d'Europe et dont la vie va basculer alors qu'ils sont en Slovaquie. Là, ils pensent profiter des mœurs légères des filles de l'Est, sauf qu'en réalité, les deux amis vont vivre un cauchemar car ils vont être rapidement enlevés. Et la suite pour eux, ce sera de servir de divertissement à de riches personnes qui ont payé pour pouvoir les torturer. Voilà, c'est très gore, c'est très visuel, et avec en point d'orgue une scène d'énucléation particulièrement réaliste et immersive. Énucléé, donc je le rappelle, c'est vous retirer un œil. Alors là, le film, ce qui fait que ça a choqué, c'est aussi son côté assez réel. En fait, beaucoup de personnes, en voyant le film, se sont dit que c'est complètement possible que ça puisse exister dans notre monde. Par exemple, pour assouvir les pulsions de personnes riches. Il y a eu des affaires récentes qui ressemblaient quand même pas trop mal à ça, Là, par exemple, je pense à l'affaire Epstein, où on a découvert que des gens très riches allaient sur une île déserte pour pouvoir assouvir des pulsions pédophiles. Ça, c'est une affaire bien réelle. Voilà. Maintenant qu'on a bien posé les bases avec des films que vous avez peut-être déjà vus, on va passer sous la surface pour passer à un cap supplémentaire dans l'horreur, visuelle comme psychologique. The Human Centipede. Bon, pour commencer notre niveau sous la surface, là, laissez tomber le psychologique, on va commencer surtout par du gore pur et dur avec The Human Centipede, qui est sorti en 2009 et qui est réalisé par Tom Six. Déjà, si vous avez des notions d'anglais, vous avez sans doute compris que ça se traduit par le mille pattes humain. Et peut-être que ça vous donne un avant-goût, Bref, en fait, dans le film, le Dr Hater, qui est un chirurgien émérite, qui est spécialisé dans les opérations de jumeaux siamois, a envie de faire là l'inverse. Au lieu de couper des jumeaux pour que ce soit deux êtres humains, qu'est-ce qui se passerait si on fusionnait des gens entre eux pour créer une sorte de nouvelle entité et créer le plus long système digestif possible. Donc voilà, concrètement, en fait, il va relier chirurgicalement parlant des humains et donc, en fait, l'anus du premier humain sera connecté à la bouche du deuxième, dont l'anus est relié à la bouche du troisième, etc., etc. Vous avez un dessin, c'est simple, c'est visuel, c'est beau. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu, parce que là, au menu, attendez-vous à de la drogue et surtout, des laxatifs, sans compter, toutes les scènes de mutilation. Alors, sachez-le, mais dans le premier opus, parce qu'il y en a d'autres, le mille pattes ne fait que 3 personnes. Sauf que les choses iront plus loin dans le deuxième et le troisième de la saga. Je suis fier à 100% de ces films, et je suis sûr à 100% que dans 100 ans, les gens parleront encore de mes films The Human Centipede. Il y a tant de films qui tombent immédiatement dans l'oubli, mais mes films touchent les gens et font partie de la culture populaire. Il a vu plutôt juste parce qu'il n'y aura pas besoin d'attendre autant de temps, parce que The Human Centipede est déjà quand même une référence dans la pop culture. Au moins juste pour le côté très trash et très bizarre, du coup, que ça a pu inspirer. Par exemple, dans South Park ou même dans Deadpool 2, on l'a cité. Serbian Film.
Bon, là, on reste un peu dans la même période pour notre prochain film, que sobrement intitulé Serbian Film. Et comme son nom l'indique, c'est un film serbe qui est réalisé par Srjan Spasojević. Et vous voyez, en vrai, c'est un peu l'un de ces films qui revient le plus souvent quand on demande aux gosses qui sont nés dans les années 90, c'est quoi le film gore qui les a le plus marqués? Et lui, clairement, c'est un grand représentant de ce qu'on pourrait appeler du torture porn. Et un peu comme le précédent, The Human Centipede, là, on laisse tomber le côté psychologique. En fait, tout se passe juste très visuellement. Et au niveau scénario, on raconte l'aventure de Milos, un acteur pornographique qui va être contacté par un certain Vukmir. Et tout ça pour un mystérieux projet. Et le projet, en fait, ce sera un enchaînement de scènes sexuelles qui, on va dire, débutent à peu près normalement. Sauf qu'on va basculer rapidement dans des scènes de viol, des abus en tout genre, de la pédophilie, et tout ça montré de façon très explicite. Mais on aura aussi droit à des actes de torture, dont une scène assez horrible qui concerne une femme enceinte. Enfin, pas plus. Bon, sachez-le, mais le film est tellement controversé à l'époque que le ministère public serbe a carrément ouvert une enquête pour savoir si tout était ok au niveau de la loi en vrai, parce que c'était quand même plus que limite quoi. Et en vrai, la Serbian Film a été interdit dans plusieurs pays comme l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, même la Norvège. Pas en France, faites-vous plaisir. Irréversible. Alors le prochain film est français, il s'appelle Irréversible, il est réalisé par Gaspard Noé, il est sorti en 2002. Et là, si vous ne connaissez pas le nom de ce réalisateur, sachez qu'il a réalisé pas mal de films qui ont quand même soulevé des polémiques, à cause de la violence ou même du rapport au sexe. Et là, du coup, pour ce film-là, Irréversible, en vrai, c'est loin d'être un film d'horreur à proprement parler, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent. En fait, c'est plutôt un film dramatique qui va raconter l'histoire d'une vengeance. Sauf que voilà, dans le film, il y a une scène de viol qui est filmée en plan séquence, sans coupure, donc sans cut, et qui va durer 10 minutes. Honnêtement, c'est interminable, quoi. Sachant que la victime, qu'on verra pendant 10 minutes entières, ce sera Alex, qui est interprété par Monica Bellucci. C'est sans doute le rôle le plus difficile que j'ai joué. Concernant la scène d'agression, elle était très éprouvante et j'ai répété tellement de fois que j'ai fini par la prendre comme une chorégraphie. Aujourd'hui, quand je revois la scène à l'écran, je ne tiens pas, je baisse les yeux. J'ai vu des jeunes filles sortir de la salle, la figure toute blanche, et venir vers moi pour savoir pourquoi j'avais fait ça. Mais c'est du cinéma, rien n'est plus violent que la réalité. Sans surprise, ce film est l'un des plus controversés du début des années 2000. Car déjà la scène de viol, on en a parlé, mais aussi d'autres scènes, comme par exemple un meurtre cette fois, ont été jugées beaucoup trop réalistes et trop violentes. À un moment, c'est là où on se dit que le film va trop loin, quoi. Salaud ou les 120 journées de Sodome. Bon, ok, on remonte un petit peu dans le temps pour notre prochain film. Il s'appelle Salaud ou les 120 journées de Sodome. Il est réalisé par Pier Paolo Pasolini et il est sorti en 1975. Voilà, il y a quasiment 50 ans. Et déjà, si vous avez quelques références religieuses et plus précisément de la Bible, vous savez sans doute vers où on va se diriger. Sodome, sodomie est venue de Sodome. Parce qu'en effet, Sodome et Gomorrhe, ce sont deux villes où règne la dépravation. Et bref, en tout cas, pour le scénario de notre film, là, on va prendre une petite pincée de une poignée de religions et 4 riches qui enlèvent une vingtaine de jeunes garçons et filles dans le but de les torturer pendant 120 jours. Voilà, le film est découpé en 4 parties, le vestibule de l'enfer, le cercle des passions, le cercle de la merde et le cercle du sang. On va avoir droit à des scènes de viol, à du sadisme, et de manière très visuelle, mais aussi plusieurs scènes autour des excréments, dont je vous passe les détails. Sachez que ce sera dans le 3e cercle du coup. Et à la fin, on aura un banquet final aussi, qui mêlera de la torture, de la mutilation et des meurtres. Bref, faut savoir que le film devait être en réalité le premier opus de la trilogie de la mort de Pasolini. Mais le réalisateur sera assassiné quelques temps après la sortie du film. Alors d'après les enquêtes, ça n'aurait pas de lien. En tout cas, en parallèle, le film va être également censuré, voire interdit dans beaucoup de pays. Tu m'étonnes. Tetsuo. Bon, pour terminer notre niveau sous la surface, parlons du premier film japonais de cet iceberg, parce qu'il y en aura d'autres, bien plus bas. Ce film, c'est Tetsuo, et il a été réalisé par Shinya Tsukamoto, et il est sorti en 1989. Et au niveau du synopsis, là, ça raconte l'histoire d'un homme tout à fait normal qui renverse quelqu'un en voiture. Et là, il panique et il s'enfuit. Jusque-là, rien de spécial, sauf que le chauffard va petit à petit voir du métal pousser dans son corps, en commençant par sa joue, puis en ayant des croûtes métalliques un peu partout. Puis rapidement, son pénis va se transformer en une espèce de foreuse, et sa petite amie, qui va tenter de le tuer, va finir par se faire empaler sur sa foreuse, et mourir. Au sens propre, du coup, empalé, voilà. Bon, voilà, le reste du film est globalement une ode à l'automutilation, au fétichisme, là, le métal, et où les transformations du corps vont s'enchaîner de manière très visuelle. Bref, globalement, c'est un peu un mix entre du transhumanisme et du cyberpunk, mais gore. Par contre, c'est pas du gore gratuit, quoi, façon Hostel ou même Serbian Film, dont on a déjà parlé. Là, on a quand même des plans assez esthétiques, qui accentuent encore plus le côté dérangeant. Ajoutez à ça aussi une bande-son indescriptible, qui mêle différents sons à peine identifiables, et vous avez un film qui est quand même super
hyper immersif. Et là, contrairement à d'autres films qu'on a déjà vus, Tetsuo a plutôt été salué par la critique. Et globalement, il n'a pas été interdit dans un pays. Donc, bon point. Mais ce qui ne l'empêche pas quand même bien sûr d'être très compliqué à regarder pour le grand public. Bref, on était seulement sous la surface, il nous reste beaucoup d'étages à parcourir. Pourtant, j'ai un peu le sentiment avec vous qu'on était déjà dans du très trash. Mais non, ce n'était que le début. Plongeons un peu plus bas. Cannibal Holocaust. Bon, pour attaquer nos profondeurs, je vais vous parler d'un film, vous avez peut-être déjà entendu le nom, même si peu d'entre vous l'ont déjà vu. C'est Cannibal Holocaust, et c'est un film italien qui est sorti en 1980 et qui a été fait par Ruggero Deodato. Et là, dans ce film, on file tout droit au fin fond de l'Amazonie, où comme le nom l'indique, il va être question d'une tribu cannibale. Et plus précisément, il sera question d'une équipe de tournage qui disparaît mystérieusement, alors qu'elle veut réaliser un documentaire sur les cannibales en question. Là, une équipe de secours va alors sur place pour retrouver leurs traces, et elle comprend rapidement qu'ils sont morts et qu'ils se sont fait bouffer par les cannibales du coin. D'autant plus que ils vont retrouver des enregistrements vidéo. Bon là donc au menu en non exhaustif, il y aura des viols, de la castration, des amputations et puis des animaux tués. On a également droit à une scène d'empalement, un peu trop bien faite honnêtement, on se demande si c'était pas une vraie et qu'il y a quand même des grandes chances de vous faire un peu vomir si vous êtes pas habitué à ça. En tout cas, dites-vous que le film a tellement choqué par son réalisme que le réalisateur a été accusé de meurtre. Vraiment du coup. Et d'ailleurs de nombreuses rumeurs ont à l'époque avancé que les acteurs étaient véritablement morts sur le tournage pour vraiment que ce soit réalisme au max. Là, le pour leur prouver que non, c'était du fake. Il a dû emmener avec lui les acteurs en interview et montrer que non, ils étaient bel et bien vivants. Et il a dû aussi montrer comment il a réalisé certaines scènes pour prouver que, encore une fois, personne n'est mort. Néanmoins, en ce qui concerne les animaux, il n'y a pas eu de trucage et en vrai, il y en a plusieurs qui en effet ont été massacrés pour le film. Que ce soit des singes, des tortues ou même un boa qui a été buté à la machette ou même un porc qui a été abattu d'une balle dans la tête. Et là, le réalisateur dira qu'il le regrettera plusieurs années après. J'ai été stupide d'introduire des animaux dans le scénario. Mais vous savez, dans ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps à la campagne, près des animaux, et j'ai donc souvent assisté à leur mort. Concernant Cannibal Holocaust, la mort des animaux, bien qu'insupportable, avait toujours pour but de nourrir les personnages du film ou de l'équipe, aussi bien dans l'histoire que dans la réalité. En tout cas, si le film est aussi immersif, c'est aussi de par sa forme, c'est-à-dire que c'est du found footage. Donc en gros, c'est genre enregistrement trouvé, pour donner un aspect plus réaliste, comme si du coup on était en train de tenir la caméra et qu'on le vivait. Et là vous dites, ah ouais, found footage, ah ouais, un peu comme Rec ou même Blair Witch quoi. Oui, c'est vrai que ça y ressemble, sauf que Cannibal Holocaust, il l'utilise pendant à peu près la moitié du film, et surtout, ce film, il est sorti 20 ans avant Blair Witch ou même Rec, ou même Cloverfield. Très clairement, c'est un précurseur. Et là, en tout cas, vous vous en doutez, le film va être censuré dans beaucoup de pays. Alors, il y aura des versions soft qui vont sortir parfois, et qui seront quand même interdites aux moins de 16 ans. Mais bon, normalement, la plupart du temps, c'est interdit aux moins de 18, que ce soit au cinéma ou même dans les sorties en VHS. Where the Dead Go to Die. Alors là, le prochain film dont je vous parle, il est différent de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, car c'est un film d'animation. Ah oui, animation genre Le Roi Lion ou Toy Story? Pas vraiment. Non. En fait, il s'appelle Where the Dead Go to Die et il est réalisé par Jimmy Screamer-Close et il est sorti en 2012. Là, au niveau du synopsis, accrochez-vous, on va nous raconter l'histoire de plusieurs gamins qui vont voyager à travers le temps et les dimensions grâce à un chien à peine flippant, qui est nommé Labby. Regardez-moi sa tête. Qui a envie de se balader dans une autre dimension avec ça? Ah la vache quoi, quand même. Tu t'en sortiras pas vivant quoi. En tout cas, le fait de faire ce film à travers de l'animation, ça permet une liberté quasiment totale au réalisateur. D'ailleurs, la majorité des gens qui ont regardé le film sont toutes d'accord pour dire qu'il aurait sans doute fini en tôle s'il avait fait ça en vue réelle, quoi. Parce que vraiment, en non exhaustif, il y aura de la zoophilie, de l'énucléation, donc les yeux, du suicide, des viols, mais aussi des rapports sexuels entre mineurs, de l'inceste, des démembrements, des mutilations, des bains de sang, etc., etc. Là, la réalisation sera très saccadée, très brouillonne. Ça risque de vous donner d'ailleurs un peu le mal de crâne, donc vraiment faut s'accrocher. Mais en vrai, l'effet sera là puisque ça va vous foutre quand même mal à l'aise, psychologiquement parlant. Sachant que le film dure à peu près 1h30, on a l'impression de voir une sorte de mauvais trip sous LSD qui est interminable. Avec des images subliminales qui vont popper comme ça, comme des flashs, et qui vont s'enchaîner encore et encore. Vraiment, arrêtons là quoi. Cependant, si vous êtes fan du contenu qui est expérimental et que vous aimez les trucs d'horreur, bien pour la culture, ça peut être intéressant à regarder. Après, faut quand même avoir l'estomac accroché. Suicide Club. Là, cette fois-ci, retournons du côté du Japon pour notre prochain film qui s'appelle Suicide Club, qui est sorti en 2001 et qui est fait par Sion Sono. Et là, le sujet du film, c'est assez sensible chez les Japonais puisque ils sont très touchés par cela. Donc le suicide, évidemment.
Parce que, petite parenthèse, mais dans les années 2000, on arrive quand même à un pic de 26 suicides pour 100 000 habitants. Et là, vous dites, ouais, ça paraît pas beaucoup, sauf qu'en réalité, c'est parmi le top mondial, quoi. Par comparaison, la France, on est à 13 suicides pour 100 000 habitants. Donc c'est 2 fois plus, là. Et, en fait, le film a décidé de mettre ça en avant et ça commence dès la scène d'ouverture. On est alors sur un quai de train et on a 54 lycéennes qui se tiennent les unes aux autres. Elles se tiennent toutes la main, elles comptent ensemble, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, jusqu'au moment où le train arrive et qu'elles se jettent toutes sur les rails. On a alors le droit à une effusion de sang qui est projetée sur les gens, encore sur le quai, mais également sur les murs et tout ce qui est aux alentours, quoi. Vous savez, un peu comme quand vous avez une bagnole qui passe sur une flaque d'eau et que ça vous éclabousse, c'est pareil, mais rouge. Et là, la suite du film aura pour but de savoir pourquoi ce suicide collectif. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un message à décrypter? Mais en tout cas, les suicides vont continuer encore et encore. Et ce qui en fait, de ce film, Suicide Club, quelque chose de très marquant, avec des scènes quand même très détaillées. Mais c'est aussi sur le côté psychologique que le film va s'appuyer, car c'est pas juste une démonstration de gore, et aussi les motivations pour arriver à telle scène. En fait, le réalisateur va insister sur les symboliques, les enjeux et les motivations pour en arriver au suicide. Et ça aussi, ça pourra mettre vraiment mal à l'aise. Quand j'ai tourné Suicide Club, je n'ai pas eu l'impression de tourner un film choquant. Mes films sont ce qu'ils sont, et je n'ai pas peur de cette réputation. Mais il est vrai qu'il n'est pas évident de faire comprendre mes projets à cause des préjugés autour de ce film. Je n'y peux pas grand-chose. Et là, quelques temps après la sortie du film, Sonotion va publier un roman du nom de Suicide Circle, The Complete Edition, et où il donnera beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé dans le film. Guinea Pig, Flower of Flesh and Blood. On reste encore au Japon là pour terminer dans nos profondeurs avec le film Guinea Pig, Flowers of Flesh and Blood, et qui est la suite du premier film Guinea Pig, Devil's Experiment. Et là, pour ce qui est de l'histoire, là on va nous raconter celle d'une jeune femme qui, après avoir été enlevée, se réveille en étant ligotée à un lit. Là, les murs de la pièce où elle se trouve sont tachés de sang et surtout, elle fait face à son ravisseur avec un casque de samouraï sur la tête. Et là, la victime, elle le voit et elle l'entend alors aiguiser différentes armes. Et puis, ce sera le début de la boucherie. Et puis, vont avoir lieu alors des scènes de mutilation et de démembrement. Déjà, au niveau des poignets, qui sont découpés à l'aide d'un couteau. Mais aussi les épaules, à l'aide d'un marteau ou même d'un burin. Avant que les jambes ne soient sciées ou encore le ventre qui soit ouvert, déversant alors les différentes choses qui s'y trouvent avec beaucoup de réalisme. Bref, les choses vont crescendo jusqu'au bouquet final. Sachant que toutes les scènes sont d'un réalisme assez bluffant, que ce soit sur les flots de sang, le craquement des os ou encore le bruit de la chair qui cède. Alors faut savoir que quand ce film est sorti, il a eu une très mauvaise réputation, et pour différentes raisons. Et notamment l'une d'elles, c'est qu'il faisait partie de la collection personnelle de Tsutomu Miyazaki, qui est un tueur en série japonais qui avait massacré plusieurs jeunes filles. D'ailleurs, on en avait parlé dans mon iceberg sur les pires tueurs en série, au cas où, si vous l'avez pas vu. Chaque jour, dans la presse et à la télévision, des soi-disant spécialistes venaient expliquer que Guinea Pig était un film dangereux, qu'il avait poussé ce type au crime. En réalité, les médias japonais en ont profité pour alimenter la paranoïa nationale autour de la culture underground et de l'imaginaire horrifique, qu'ils présentaient comme des passions malades. Et là, en parallèle, un peu à la manière de Cannibal Holocaust, de nombreuses personnes ont pensé que ce film contenait de véritables scènes de massacre. Tellement, ils disent, c'est pas possible, ça peut pas être du fake. Par exemple, un acteur américain très connu, qui s'appelle Charlie Sheen, lui, en voyant le film, il était tellement paniqué et choqué qu'il a carrément contacté le FBI pour dire, j'ai regardé le film d'un fou, le gars a vraiment tué une meuf, quoi. Et à partir de là, le réalisateur a dû montrer le making of pour bien prouver que non, c'était du cinéma. En tout cas, la franchise a ensuite continué et en tout, Guinea Pig a eu 6 films de 1985 à 1990. En tout cas, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore vomi, félicitations, tant mieux aussi. Gardez ce qui vous reste encore dans l'estomac parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et justement, la suite va être mêlée entre la fiction et la réalité. Orozco the Embalmer. Alors pour commencer, en douceur, on va dire, nos grandes profondeurs, on attaque avec un film qui, en réalité, est un peu plus un documentaire qu'autre chose. Il s'appelle Orozco the Embalmer et il raconte la vie de Frolan Orozco, qui est un thanatopracteur colombien. Alors, le film est sorti en 2001 et il est réalisé par Tsurisaki Kiyotaka. Et lui, le réal qui a un background assez atypique. Je suis un photographe de cadavres et également réalisateur et scénariste. J'ai commencé la réalisation et l'écriture de films pendant ma scolarité et je suis devenu photographe spécialisé dans la mort après une carrière comme metteur en scène dans la pornographie en 1994. J'ai photographié plus de 1000 cadavres dans les zones de non-droit et les zones de conflit du monde comme la Thaïlande, la Colombie, le Mexique, la Russie, la Palestine et ailleurs. Bref, en tout cas, si je vous parle de ce film documentaire dans cet iceberg, c'est parce que les images n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait voir dans 7 à 8 ou 66 minutes. On rentre vraiment dans les détails et on ne fout rien du tout.
En fait, là, le but pour lui, c'est de montrer vraiment au grand public à quoi ça ressemble ce métier de thanatopracteur. C'est-à-dire le mec qui s'occupe des morts, qui les rend présentables, quoi. Il est pas là juste pour maquiller les cadavres. Sachant que là, faut aussi se dire qu'on est dans la banlieue de Bogota. Donc, on est loin d'une morgue 3 étoiles. Et là, les conditions d'hygiène sont pas hyper respectées non plus. Et au niveau des opérations sur les morts, on va avoir droit un petit peu à tout. Des corps qui ont été criblés de balles, des corps démembrés ou même décapités. D'ailleurs, le réal, là, Tsurisaki, il insiste bien sur les éviscérations où on voit par exemple le héros, le protagoniste, Orozco, tout enlever, rincer le corps avant de tout remettre et de refermer le cadavre. Bon là, bien évidemment, vu qu'une multitude de cadavres lui arrivent entre les mains, on aura également droit à des opérations sur des très jeunes enfants, et là encore aussi très détaillées. Et d'ailleurs, grâce à des chiffons et des journaux, il va pouvoir empailler certaines de ses victimes quand il manque trop de morceaux, histoire de les gonfler, quoi. Et là, en fait, ce qui rend ce film très spécial, c'est que tout est vrai. Contrairement à d'autres films là où on n'était pas sûr, où on flippait que ce soit vrai, c'est vraiment des cadavres qu'on a filmés. Les embaumements donc se passent vraiment comme ça. Sauf que malheureusement, le protagoniste Orozco, il décède pendant la production du film et il ne pourra donc lui de son côté jamais voir l'œuvre achevée. Mais vous, si. August Underground Mordum. Là, on retourne aux États-Unis pour notre prochain film. Le film est réalisé par Fred Vogel et sorti en 2003 et c'est August Underground's Mordum. Cette fois-ci, on va retomber dans la violence pure et gratuite, un peu comme Guinea Pig. Et au programme de Mordum, on va voir le parcours de 3 personnes, Peter, Krusty et Maggot, qui vont se filmer tout simplement en train de commettre des atrocités. Donc ils vont avoir une caméra à l'épaule façon found footage, histoire que ce soit le plus immersif et dérangeant possible. Et en entrée, on va avoir le droit à divers automutilations dans le but de faire naître une certaine excitation sexuelle. Puis on va rapidement basculer dans des meurtres à base de coups de marteau. Et tout ça sera entrecoupé de scènes où on verra des cadavres en décomposition. La suite sera alors un horrible mélange de choses qui n'ont absolument rien à faire dans la même phrase. Masturbation, viol, torture, vomissement et entrailles de cadavres. Mais ajoutant également à ça une scène de dissection de pénis un peu trop bien faite et réaliste, des bébés décapités et de la pendaison. Et là, vous obtenez un tout vraiment malsain à la limite de regardable. Alors sachant que certaines scènes sont un peu plus supportables parce que quand ils les ont filmées, ça tremblotait, c'était flou et donc entre guillemets c'était un peu plus digeste. Ou moins, ça dépend. Alors là, honnêtement, avec ce film-là, on est vraiment à 2 doigts du snuff movie. Gardez bien ce nom en tête, snuff movie, on en reparlera plus tard, plus profondément. Bon, alors en tout cas, ce film-là, on peut vraiment dire que c'est un film de niche parce que à sa sortie, il n'y a eu que 200 copies de produites. En réalisant August Underground, j'avais l'intention de produire le film d'horreur le plus malsain, le plus difficile à regarder, mais aussi le plus grand jamais vu. Tous les films que j'ai aimés l'ont inspiré, et j'aime beaucoup de films. Je voulais juste faire un film qui ne ressemble à rien de ce que les cerveaux ont pu absorber, et je n'ai sorti que 200 copies. En tant que collectionneur, j'ai appris de cette expérience. Je veux créer des objets de collection pour mes fans. Aujourd'hui, lorsque je fais des sorties limitées, c'est pour mes fans. Elles sont destinées à être inestimables aux yeux de leurs propriétaires. Mais bon, quelques années plus tard, le film aura droit aussi à une suite, August Underground Penance, qui est toujours réalisé par le même gars, Fred Vogel, et qui cette fois-ci sera basé sur Barbie et Ken. Non, pas du tout, ce sera toujours aussi insoutenable à regarder. Philosophy of a Knife. Pour continuer dans nos grandes profondeurs, là, on file en Russie avec le film Philosophy of a Knife, qui est réalisé par Andrei Iskanov et qui est sorti en 2008. Sauf que l'action ne se déroulera pas au pays des tsars, parce que si vous êtes un habitué de la chaîne Conte Fécond et que vous ne manquez pas un seul iceberg, peut-être que vous avez déjà regardé celui sur les pires expériences scientifiques. Et je le rappelle, dedans, je vous parle de l'unité 731, qui est une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise et qui a vraiment eu lieu, c'était dans les années 1930. Et du coup, dans cette unité, on faisait les pires choses, les choses les plus atroces sur des prisonniers pour voir comment le corps humain pouvait réagir à telle ou telle torture. J'ai ouvert cette personne de la poitrine à l'estomac et il a poussé des cris terribles. Son visage était tordu par l'agonie, il émettait un son inimaginable, il criait si horriblement. Puis, il s'est finalement arrêté. C'était le travail d'une journée pour les chirurgiens, mais cela m'a vraiment marqué, car c'était la première fois que je le faisais. Et là, Andrei Iskanov, de son côté, il s'est posé la question suivante: pourquoi ne pas faire un film qui va mettre en scène les dites tortures? Et c'est alors comme ça que Philosophy of a Knife est né. Déjà, pour commencer, sachez qu'on est loin du court-métrage ou d'un film comme Club qui dure là 1h40. Non, son film à lui, Philosophy of a Knife, dure 4 heures. Et là, au programme, on a le droit à tout ce qu'a fait l'unité 731, vraiment l'apogée de l'inhumanité. Ça se dit, inhumanité, oui. Par exemple, il y a une scène où une personne va se faire arracher les dents une à une scène de césarienne filmée avec beaucoup trop de détails et trop près, sans aucune anesthésie, mais aussi des amputations diverses et variées, ainsi que des moments où des femmes qui n'ont rien demandé vont se voir insérer différents insectes dans leur vagin. Il y aura aussi de l'inoculation de différents
différentes maladies aux patients, comme la peste ou la rage. Mais également des rapports sexuels forcés entre une personne porteuse de maladie et une personne saine. On peut aussi rajouter des scènes où des prisonniers se font tirer dessus pour voir leur résistance à la douleur, mais aussi des conditions extrêmes, que ce soit le froid ou la chaleur, sans vous parler des chambres de décompression. Bref, comme ce qui s'est passé dans l'unité 731. Et là, si tout ça est super visuel, évidemment, c'est aussi psychologique, parce qu'il y a parfois des plans plus longs sur des bourreaux qui sont obligés d'infliger des sévices sous peine d'être exécutés. Bref, l'œuvre va mêler des images d'archives, de fiction et d'interventions de quelques spécialistes comme Anatoly Protasov, qui était un toubib. Ce qui fait donc de ce film une œuvre vraiment insoutenable à regarder. Surtout que tout ça était du coup un miroir très très proche de la réalité et que ça avait coûté la vie en vrai à plusieurs milliers de personnes. Voilà, d'un côté on peut se dire que ça montre au monde entier les horreurs qui ont pu avoir lieu, et d'un autre côté on se dit que 4 heures pour se coltiner ça, c'est vrai que faut le vouloir quoi. Est-ce qu'il y avait besoin d'autant rentrer dans les détails ? Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas vous traumatiser en regardant le film, mais que ça vous intéresse de savoir l'histoire de l'unité 731, eh bien vous pouvez aller voir ma vidéo dédiée sur la chaîne Poisson Fécond, ou alors le moment où j'en parle dans l'iceberg, c'est ici. Concrete. Pour terminer nos grandes profondeurs, on retourne au Japon, qui décidément est un peu en pole position ces temps-ci. Et là, ça se passe en 2004, l'année où sort Concrete, et qui est réalisé par Nakamura Hiromu. Et là, le film s'ouvre sur l'enlèvement d'une jeune lycéenne, Misaki, par 4 jeunes hommes qui sont affiliés au Yakuza. En tout cas, le jour de son enlèvement, Misaki sera violée à plusieurs reprises, d'abord dans un entrepôt, puis dans un hôtel. Elle sera ensuite séquestrée dans la maison des parents de l'un de ses ravisseurs, où là, les viols vont s'enchaîner encore et encore, et il y en aura des dizaines en seulement quelques jours. Et tout ça, donc, c'est le film, donc c'est ce qu'on verra pendant un moment. Et en plus de ça, il y aura également beaucoup de torture physique et montré de façon très concrète, tout comme le nom du film, quoi. Là, les ravisseurs, très imaginatifs, vont également insérer différentes choses dans le vagin de la demoiselle, la nourriture, une cigarette ou même des bouteilles et des ciseaux. La jeune Misaki va également être brûlée à plusieurs reprises de différentes façons et ses ravisseurs vont alors lui taper dessus avec différents objets, et ce qui va petit à petit alors changer son apparence. Surtout que le tout est filmé avec froideur, réalisme, et c'est très clairement insoutenable car ça illustre ce que les hommes sont capables de faire de pire juste par sadisme. Surtout qu'il n'y a aucune motivation ou revendication derrière. C'est pas psychologique. Et le film se termine logiquement par la mort de Misaki qui finit par succomber à ses blessures. En tout cas, si tout ça vous a mis mal à l'aise, que ce soit à cause des actes ou même des détails, j'ai une dernière petite chose à dire. Le film est en réalité inspiré d'une histoire vraie, et c'est celle de la jeune Junko Furuta qui a vécu toutes ces horreurs en 1989. Et tout ça pendant près de 40 jours alors qu'elle n'avait que 17 ans. Alors, dans la réalité, ces 4 bourreaux ont été attrapés et condamnés pour enlèvement à des fins d'agression sexuelle, séquestration, vol, agression, meurtre et abandon de cadavres. Et si les peines qu'ils ont encourues n'ont pas toutes été les mêmes, aucun d'eux n'a été condamné à la prison à vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 40 ans après, ils sont tous en liberté, même si certains ont refait de la tôle pour d'autres affaires. L'objectif de la justice japonaise a toujours été de réformer les délinquants et non de les punir. Et les condamnations dans l'affaire Junko Furuta ont été un échec lamentable. Il faudra attendre l'année 1997 pour que les choses bougent vraiment, après une série de meurtres tragiques d'enfants à Kobe. Lors de cette affaire, un garçon de 14 ans a été reconnu coupable d'avoir tué 2 élèves d'une école primaire et d'en avoir grièvement blessé 3 autres. En conséquence, la loi japonaise sur les mineurs a été modifiée en 2000. L'âge auquel un mineur peut être accusé d'un crime a été ramené de 16 à 14 ans. Bien, il est à présent temps de plonger dans les abysses. Alors encore une fois, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché puisqu'il nous reste 2 niveaux et je vais vous parler de choses que vous ne pensiez vraiment pas retrouver dans un film. Buried in the Sand. Bon, pour attaquer nos abysses, je vais vous parler d'une œuvre qui, globalement, pourrait rentrer dans la même catégorie que Orozco The Embalmer, à savoir un shockumentary qui est basé sur quelque chose de réel. Donc shockumentary, un mélange entre choc et documentaire. Et si vous vous souvenez bien de mon histoire de thanatopracteur, là, avec Buried in the Sand, ça va y ressembler, vous allez voir. Et là, celui-là, il est réalisé par David Wald et il est sorti en 2004. Et il est présenté façon documentaire par le journaliste Mark Taylor. Bon là, le titre complet, c'est Buried in the Sand, The Deception of America. Et il nous amène au Moyen-Orient, plus précisément en Irak, au début des années 2000. Alors là, pour comprendre un petit peu le contexte et le lore, en fait, faut savoir que ce documentaire, il a été créé par, un Américain, et il a sans doute été commandité par le gouvernement ou l'armée américaine, et tout ça pour justifier l'intervention des Américains là-bas, donc en Irak. Et pour ça, ça a été très simple, faire un truc très trash, et en illustrant ce qu'ont fait les terroristes sur place.
Donc ça va ressembler un petit peu à ce genre de reportage, un peu comme dans les JT, où on va commencer par une phrase du type « Nous vous prévenons que certaines images peuvent choquer ». Sauf que dans ces reportages, on dit que ça va choquer, au final tout est flouté, donc en vrai c'est choquant, mais pas trop. Eh bien sachez que dans Buried in the Sand, c'est la même chose, sauf que rien n'est flouté. Tout est cru et surtout tout est réel. C'est pas un film, c'est pas une recomposition. Et tout ça c'est à travers des images qui ont été piratées, volées ou même récupérées par les Américains, d'on ne sait quelle façon. Déjà, est-ce que vous voyez ce genre de vidéo où on voit un groupe de terroristes qui revendiquent quelque chose avec un otage à leurs genoux et voilà. Normalement ça s'arrête là la vidéo, juste pour intimider. Eh bien dans Buried in the Sand, on a la suite de ce qui est filmé et on voit alors les terroristes qui exécutent froidement leur victime en lui coupant par exemple la tête avec un couteau. Le tout en plan séquence zoomé avec le plus de détails possible. Mais on a aussi droit à des scènes de massacre et de violence inouïes de la part des terroristes irakiens. Et aussi beaucoup de plans sur de nombreux corps qui gisent sur le sol sans vie. Et dans la majorité des cas, ce sont des corps d'enfants. Mais les images ne se limitent pas à la dévastation causée par Saddam. Les images non censurées d'Irakiens, de l'après-Saddam se réjouissant de peindre les corps carbonisés des deux entrepreneurs américains sont écœurantes. Les nouveaux ennemis de l'Irak, les insurgés et les terroristes, sont également présentés avec plusieurs décapitations d'otages, là encore non censurées. Tout cela a pour but de choquer et c'est plus que réussi. Alors bien évidemment, faut garder en tête que c'est un documentaire de propagande par les Américains et que parfois il y a des choses qui sont sorties de leur contexte et qui sont assemblées juste pour justifier le fait que les Américains puissent envahir l'Irak. Mais ça ne retire rien au fait que c'est complètement horrible et quasiment impossible à regarder, surtout quand on sait que ce sont bien des scènes réelles. Screamfest. Pour continuer nos abysses, on retourne encore une fois au Japon et là il s'agit du film Screamfest qui est réalisé par Susumu Saegusa et qui est sorti en 1989. Là autant vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Déjà, le film s'ouvre sur une femme qui mange un plat bizarre à base de pâtes mélangées avec des insectes et des vers. Alors bon, jusqu'ici c'est bizarre, mais en soi il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent des insectes. Sauf que juste cette scène elle dure 10 minutes avec des gros plans où ça met vraiment mal à l'aise et ça nous dégoûte quoi. Ensuite la femme va s'installer à un piano. Elle commence alors à uriner et déféquer et le tout est filmé d'en dessous. Voilà. Histoire de ne pas perdre une seule miette de cette scène exquise, quoi. Puis à partir de ça, elle va récupérer son urine à partir d'un bol. Et là, à partir de là, on bascule complètement dans l'ondinisme et la coprophilie. L'urine et les excréments, tout simplement. À partir de là, hop là, coup de théâtre, une autre personne arrive et va chier directement dans la bouche de la jeune femme, la première donc qu'on a vue. À partir de là, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et là, on passe un dernier cap quand la pornographie entre dans la danse. Parce que le réalisateur va s'assurer de tout nous montrer avec le plus de détails possible. Et le tout dans une coulée d'excréments. J'ai essayé de faire quelques recherches pour voir comment ce film s'est retrouvé dans le circuit. D'après quelques blogs, le film n'est jamais sorti en Amérique du Nord et il n'est pas prévu qu'il le soit. Je pense que c'est très bien ainsi. Personne ne devrait avoir à regarder cette saleté à nouveau. Ce film n'existe pas sur IMDb, ni sur aucun autre site que j'ai pu trouver. Il s'agit purement d'un film commercialisé clandestinement qui est échangé pour sa pure valeur de choc. Bref, Screamfest, c'est globalement 1 heure d'un truc dégueulasse, insoutenable. D'ailleurs, on peut vraiment se poser la question de savoir si la protagoniste n'a pas été forcée de tourner ça contre sa volonté et qu'on n'est pas dans un snuff movie. En tout cas, ça n'a pas suffi au réel parce que il a réalisé un deuxième opus quelques temps plus tard. Et me vient une question, peut-être un peu comme vous, mais c'est ok, il a fait son film, que ce soit lui ou les autres, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment tu vas démarcher des gens qui vendent des films ou des cinémas pour leur dire voilà mon œuvre, on peut la regarder ensemble si vous voulez, et après vous me dites ce que vous en pensez et comme ça on la diffusera peut-être avec des gens, des familles, des enfants, je ne vois pas comment ça peut être possible en fait quand on a un film pareil de pouvoir se regarder dans le miroir ou même regarder une autre personne sérieusement pour lui dire ok, yes, on se fait une petite tournée. Slaughter Vomit Dolls. Là, retournons aux États-Unis pour notre prochain film, qui est réalisé par Lucifer Valentine, probablement un pseudo, et qui est sorti en 2006, Slaughter Vomit Dolls. Et là, dans un premier temps, je vous partage l'affiche du film, toute mignonne, vraiment mimi, joli dessin, très sympa, du coup, on a envie de féliciter son gamin, et en même temps, de prendre un rendez-vous chez le psy. Et en tout cas, dans le film, on nous raconte l'histoire d'Angela, qui est une stripteaseuse boulimique de 19 ans, qui est devenue prostituée, et qui, petit à petit, s'enfonce dans un monde alternatif en enchaînant les hallucinations satanique. Bon, je vais un petit peu vous spoiler, façon de parler, mais ce film a été considéré comme l'un des plus violents de l'histoire du cinéma d'horreur. Même s'il sera détrôné quelques temps plus tard. Sachant que lui, il est sorti il y a à peu près 20 ans, comme je vous avais dit. Et là, pas besoin de vous préciser qu'il serait refusé dans énormément de festivals, mais il sera aussi également banni dans énormément de pays. Et honnêtement, on est vraiment à 2 doigts du snuff movie. Et là, si vous vous dites, mais putain, mais c'est quoi le snuff movie? Je vais y venir. Bon, en tout cas, là, en réalité, seul le montage avec différents effets et différents ralentis nous rappelle quand même qu'on est face à un film, à une fiction.
fiction. Tout ça n'est pas vrai. En tout cas, pour commencer, et comme le nom du film l'indique, on va avoir droit à énormément de scènes avec du vomi. Et bien sûr, ça a été réalisé sans aucun trucage, histoire de donner un effet encore plus réel au film. Là, vraiment, le réal s'est dit non, réalisme au possible. Donc, il faisait en sorte que ses acteurs vomissent. Vraiment. Là, vous dites, ok, vomi, c'est caca, c'est dégoûtant, mais encore, par exemple, au lieu de vomir par terre, c'est très banal, pourquoi ne pas vomir directement dans un gros verre, une chope? Et pourquoi pas reboire tout ça après coup? Ce serait quand même bête de gâcher, quoi, mine de rien. Sachant que c'est du vrai vomi. D'ailleurs, on aura aussi droit à des plans très détaillés de quelqu'un qui vomit dans la cavité d'un œil qui a été préalablement enlevé, donc énucléé. Mais aussi quelqu'un qui vomit dans une boîte crânienne, parce que voilà quoi. Et en parallèle, on a aussi droit à plusieurs meurtres très sanglants, très violents, très détaillés. Au menu, vous aurez le droit à des têtes tondues, à la scie circulaire, des amputations, des visages dépecés, et bien évidemment, une bonne dose de cannibalisme, histoire de compléter le bingo de l'horreur. En tout cas, si le film est plus qu'éprouvant à regarder, c'est peu dire, le réalisateur, Lucifer Valentine, accorde également beaucoup d'importance à toute l'ambiance sonore. En grandissant, j'ai toujours aimé la musique comme le heavy metal, ainsi que la musique très expérimentale, avec des bruits indescriptibles. La création de la conception sonore est l'un des aspects les plus gratifiants et les plus passionnants de la réalisation d'un film. En effet, je peux vraiment voir l'interaction des émotions et des idées d'image avec les voix des interprètes qui se mélangent au son que je leur attribue. C'est un processus d'une telle beauté. Voilà, c'est son avis au réel et très bien, mais il est quand même très difficile de trouver quelque chose d'esthétique dans le film. D'ailleurs, il y a vraiment pas de message à comprendre sous-jacent, quoi. On est juste avec un enchaînement d'images gore, juste là pour choquer. D'ailleurs, au niveau de la réalisation, il y a vraiment pas grand-chose à retenir. On va pas faire un critique de film, quoi. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas pour les plus gourmands d'entre vous. Si vous avez aimé le premier, sachez qu'il a sorti également un deuxième film. Et justement, c'est le prochain qu'on va voir. Regurgitated Sacrifice. En 2008, effectivement, 2 ans après Slaughter Vomit Dolls, sort Regurgitated Sacrifice. Petit jeu de mots, quoi. Le mec est poète. Sachez-le qu'en plus, il y aura un 3e film qui s'appellera Slaughter Pug Chamber en 2010. Mais bon, on s'en fout de lui. En tout cas, pour le film qui nous intéresse, nous, Regurgitated Sacrifice, regardez, l'affiche du film est toute mimi, c'est fait par un enfant de 8 ans, super. Sauf que l'intérieur va vite vous faire changer d'avis, parce que déjà, au niveau de l'histoire, ça va être la descente aux enfers et l'agonie sans limite de notre pauvre Angela. Globalement, donc l'héroïne du premier film. Enfin, héroïne. On imagine toujours un sort un peu plus sympa pour les héros, quoi. Même dans un film, pas ça, quoi. En tout cas, là, Angela sera accompagnée par 2 sœurs jumelles venues tout droit des enfers. Vraiment des enfers, vraiment. Donc, voilà. C'était des jumelles qui ont été séparées, vu que, quand elles sont nées, elles étaient siamois, donc, par le diable lui-même, d'ailleurs. Alors, l'ambiance du film est rapidement très glauque, surtout grâce au décor, parce que en vrai, il y en a pratiquement aucun. Il y a juste une pièce blanche qui vous aveugle à moitié et qui sera rapidement très rougeoyante, parce que de l'hémoglobine, il veut rien avoir et pas qu'un peu. Et puis le film nous enverra en pleine tronche une suite de scènes absolument dégueulasses, des gros plans sur des organes ou alors tellement de vomissements qu'on peut se demander comment il y a encore quelque chose qui puisse sortir. Mais également un nombre incalculable de scènes de boucherie, et là à se demander si on n'est pas dans un abattoir avec entre autres des éventrations, des énucléations. Et au niveau de l'apothéose du film, le bouquet final, c'est le plus beau, ça réside peut-être dans le fait que la victime se fera introduire une migale dans son vagin avant qu'il soit cousu. Honnêtement, le film n'a pas trop de fil rouge, le synopsis est bancal depuis le début, il n'y a aucun but, aucune histoire, aucune progression, et tout ça est plutôt logique si on écoute le réalisateur. Je n'ai jamais vraiment de scénario, mais il m'arrive d'écrire des notes sur certaines scènes, s'il y a une idée spécifique et que je ne veux pas oublier ce que je fais. Parfois, je fais simplement une liste de scènes que je veux tourner dans un ordre spécifique, à des fins pratiques, pour une nuit de tournage. Lorsqu'il y a certains dialogues que je veux qu'un interprète prononce, je les écris sur un papier et je lui donne pour être sûr que ce soit bien dit. Honnêtement, déjà le premier était pas fameux, mais là c'est un enchaînement pur et simple de scènes, les plus insupportables les unes que les autres, vraiment l'apogée du porn. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, ce film-là s'est chopé l'étiquette de l'un des films les plus trash de l'histoire. D'ailleurs, vous vous souvenez du petit poulpe tout mignon sur l'affiche du film? Eh bien oui, s'il est là, c'est pour rien, parce qu'il va trôner à un moment sur la tête de l'un des acteurs, qui va alors commencer à sucer les tentacules jusqu'à se faire vomir, avant de siroter une tête décapitée dont le crâne est ouvert. Je vous ai spoilé, mais je pense pas que il y a peu de chances que vous voyez le film, honnêtement. Voilà, maintenant qu'on a fait le plein de vomi et d'autres massacres, eh bien là on va attaquer notre tout dernier étage pour basculer pour de bon de la fiction à la réalité et à se demander si ce sont vraiment des humains qui ont réalisé tout ça. Murder Set Piece.
Pour commencer nos ténèbres, on laisse notre ex-réalisateur Lucifer Valentine de côté, même si j'ai quand même hésité à glisser le 3e opus de la série, Vomit Gore. Mais non. Là, je vais plutôt vous présenter un film sorti en 2004 et qui est réalisé par Nick Palumbo, Murder Set Piece. Et dans ce film, un photographe qui n'est d'ailleurs pas nommé va se servir de son métier pour assouvir ses pulsions meurtrières. Là, ça vous donne une petite idée de ce qu'on va voir. Je pense que vous avez déjà vu le film American Psycho avec Christian Bale. Voilà, un film très connu, qui paraît gore, mais pas tant que ça, très loin de ce qu'on est en train de voir là. Dites-vous que Murder Set Piece, c'est une version plus trash, plus poussée, plus tout, et qui ne se fixe aucune limite. Et là, les cibles du photographe, ce sont des belles femmes qui sont repérées dans les casinos et des boîtes branchées de Las Vegas. Et hélas, elles vont rapidement devenir de vulgaires morceaux de viande. Et là, une fois de plus, la liste des petites douceurs, on va dire, montrées à l'écran est variée. Il y aura des meurtres sanglants au couteau, des mutilations avec des objets, des clous plantés dans les bras, des scènes de noyade, scènes de viol. Bref, Nick Palumbo, qui est fasciné par l'horreur, depuis le film Massacre à la tronçonneuse, nous réserve aussi une petite scène où une tête se fait arracher avec cet outil. La réalisation de MSP s'est étalée sur plusieurs années. J'ai étudié les crimes réels, les meurtres en série et plein d'autres choses. Et ce film est donc un mélange d'imagination et de vérité. Le meurtre est dégoûtant, et j'ai pensé que si l'on devait faire un film d'horreur sur le meurtre, il fallait le rendre horrible. Je produis, j'écris et je réalise tous mes projets. Et ce film ne fait pas exception à la règle. J'ai pu réunir l'argent moi-même, et avec 2,2 millions, c'est le film d'horreur indépendant le plus cher jamais réalisé. J'ai pu faire le film que je voulais et j'en suis très fier. Et contrairement à la quasi-totalité des films qu'on a vus avant, Murder Set Piece se démarque aussi par son casting avec des acteurs quand même connus. Gunnar Hansen, Ed Neal, qu'on a aussi pu voir dans Massacre à la tronçonneuse, mais également Tony Todd, qui est présent dans la saga Destination Finale, ou même la saga Candyman, ou encore La Nuit des Morts Vivants. Bref, là, avec un budget de plus de 2 millions de dollars, on est très loin des films d'avant qui sont un peu brouillons, voilà. Honnêtement, dans celui-là, avec le budget, il y a un certain esthétisme, mais ça n'enlève absolument rien à l'horreur qu'il nous propose. Et en grande partie, c'est parce qu'il est considéré par beaucoup comme l'un des films les plus insoutenables à regarder pour 2 millions de dollars. Là, la réalisation est soignée et ça n'épargne absolument rien. Il y a différentes effusions de sang qui sont calculées au millimètre près et d'ailleurs les actes de torture semblent presque chorégraphiés. Bref, sans trop de surprise, il a reçu 3 Golden Globes et un Oscar. Non, pas du tout. Il a été banni dans beaucoup de pays, comme par exemple la Norvège, l'Irlande ou même l'Angleterre. Et en parallèle, pour reprendre les mots du site horreur.com, Murder Set Piece s'est vu refoulé de tous les festivals d'Amérique du Nord, ainsi que par 3 grosses boîtes de production qui sont spécialisées dans le cinéma. Et là, c'est une première dans l'histoire du ciné. En tout cas, dites-vous que pour sa sortie aux États-Unis en 2007, le film a été amputé de plus de 23 minutes pour le rendre légal selon la loi américaine. Goodbye Uncle Tom. Alors bon, pour ce film-là, je commence par une petite parenthèse en vous parlant là des Mondo films. Vous avez probablement jamais entendu parler de ce nom. En fait là, le Mondo, c'est un sous-genre de film documentaire d'exploitation. C'est des films ou des pseudo-documentaires qui ont, dans la quasi-totalité des cas, des sujets, des scènes ou des situations sensationnelles. Par exemple, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Buried in the Sand, il peut entrer dans cette catégorie. Bon, généralement, les Mondo films, c'est des films qui rentrent dans la case des films racistes. C'est-à-dire que, typiquement, des Blancs vont aller filmer d'autres ethnies, d'autres cultures, par exemple des Latinos ou alors des Noirs ou des Asiatiques, et qui ne se privent pas pour donner leur point de vue hyper raciste quoi. Et donc là, le film dont on va parler maintenant est malheureusement l'un de ses plus grands représentants. Goodbye Uncle Tom, il est réalisé par Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi. Il est sorti en 1971. Et dans ce film, la direction Haïti où les réals ont été invités par François Duvalier, le président ou plutôt le dictateur à la tête du pays. Là, notre duo de réalisateurs a alors eu le droit de filmer n'importe où sur l'île et il pouvait exiger n'importe quel nombre de figurants. Vraiment, c'était carte blanche. Bon, ce qui fait qu'on va avoir des centaines de figurants haïtiens qui n'ont rien demandé, qui ne voulaient pas être dedans, mais qui ont été obligés de l'être pour participer à ce film et notamment à toutes ces scènes qui parlent d'esclavagisme. Mais en plus, les 2 réalisateurs ont utilisé des documents d'époque pour examiner en détail l'idéologie raciste et puis les conditions dégradantes auxquelles les Africains étaient soumis dans le cadre de l'esclavage. Et tout ça fait que ça en devient un documentaire parce qu'il y a eu beaucoup d'archives publiques et compagnie, même s'il y avait des scènes avec des acteurs. Là, sans trop de surprise, le film est considéré vraiment comme ouvertement raciste. Il ne s'en prive pas, même si les réalisateurs ont tenté de s'excuser plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Ce qu'on peut trouver déjà comme scène, par exemple, c'est un homme sans main filmé en train de manger de la purée à partir d'une assiette, et tout ça dans un stress total. Mais aussi des jeunes filles qui sont humiliées dans des scènes de vente aux enchères, ou même des femmes enceintes, genre réellement enceintes, qui font partie d'élevage d'esclaves. Et pour le critique de film Roger Ebert, le fait que ce film, Farewell Uncle Tom, ait pu se faire une place dans le cinéma est clairement déprimant. Le film se réjouit des scènes de dégradation humaine. Et cette fois, il n'y a même pas l'excuse du documentaire.
Chaque scène de ce film a été spécifiquement mise en scène. Malheureusement, Jacopetti et Prosperi ont pu trouver des personnes prêtes à subir les humiliations qui leur sont infligées dans le film. La plupart des Noirs du film sont apparemment des Africains contraints par la pauvreté à faire ces choses pour un salaire dérisoire de quelques jours. Il s'agit d'une exploitation cruelle. S'il est tragique que la barbarie de l'esclavage ait existé dans ce pays, n'est-il pas également tragique et enrageant que pour quelques dollars, les producteurs de ce film aient pu reproduire et rejouer cette barbarie? Qu'on ne s'y trompe pas, ce film lui-même humilie ses acteurs comme on humiliait les esclaves il y a 200 ans. Bon, sans trop de surprise, le film a été un échec commercial complet. Et il fait partie des Mondo films les plus malsains qui existent, à côté par exemple de Face à la mort, ou même encore de Mondo Can, qu'on pourra peut-être vous réserver pour un épisode de peut-être un jour sur un iceberg. Most disturbed person on planet Earth. Bon, jusqu'à maintenant, on était encore dans le cinéma, façon de parler. Mais là, on va vraiment basculer dans le snuff movie pur et dur. Voilà, depuis le temps que j'en parle, snuff movie, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc là, ce sont vraiment des scènes qui ont été filmées sans acting, sans trucage. Voilà, c'était vraiment ce qui s'est passé. Et donc, je le précise, mais c'est complètement illégal. Et là, notre film, Most Disturbed Person on Planet Earth, qui est également connu sous le nom de MD Pop, c'est une compilation de pratiquement 2h30 et qui a été assemblée sans doute par un certain MD Thomas Cinema Gore. C'est son pseudo. Et là, globalement, dans cette compilation, vous pouvez reprendre toutes les horreurs dont je vous ai parlé un peu plus haut dans cet iceberg. Sauf que cette fois-ci, c'est pas de l'acting. Ce sont vraiment des personnes qui ont été filmées à leur insu ou pas à leur insu parfois, voilà. Et dedans, on va voir de la scatophilie, des rapports sexuels où on se demande vraiment s'il y a consentement. Et globalement, de la pornographie qui dépasse l'entendement, ainsi que même de la nécrophilie. On a également droit à des actes de mutilation sur des organes sexuels. Je vous donnerai pas plus de détails. Dans le film, on va dire, du coup, c'est pas flouté, c'est filmé de près, on voit vraiment tout. Il y a aussi des archives de guerre, de massacres, ainsi que de véritables corps humains qui sont sur le sol ou dans des fosses et qui sont mutilés, démembrés ou même décapités. Bref, tout ce que l'humanité peut faire de pire pour X raisons, c'est filmé sans aucun remords, sans filtre, sans complexe. Fubar. Et bien voilà, pour le tout dernier film qu'on va voir, le tout dernier en fait aussi du coup de ces ténèbres et notre iceberg, on reste dans le snuff movie. Et là je vais vous parler de Fubar sur lesquels je vais rester quand même un petit peu flou. Alors autant ceux d'avant on peut les trouver relativement facilement on va dire, autant lui il est quand même plus retors parce que entre temps il y a une série sur Netflix qui est sortie qui s'appelle Fubar. Donc si vous tapez Fubar sur Google ou je sais pas où, vous tomberez sur cette série. Donc on verra pas cette série, on verra quelque chose de beaucoup plus underground et bizarre logiquement. Et là encore Fubar, donc pas la série, ce n'est pas un divertissement avec des acteurs qui ont été payés pour tourner des trucs glauques. Non, ce sont des vraies images qui viennent d'un peu partout et qui sont plus que réelles. Et là, au menu, sans trop rentrer dans les détails, on a des scènes d'exécution, des scènes de crime filmées ou même des scènes filmées dans des blocs chirurgicaux. On a aussi le droit à de la pédopornographie, entre autres horreurs. Mais surtout, Fubar, ça comporte des extraits d'Animal Farm. Alors, Animal Farm, parce que là on parle de lui, c'est une sorte de parenthèse, c'est déjà un film en lui-même, mais certains extraits de Animal Farm sont compris dans Fubar. Et Animal Farm, ça comporte des scènes d'une violence et d'une bestialité sans limite, et surtout des scènes de zoophilie plus qu'explicites, qui concernent entre autres des porcs, des chevaux, même des poulets ou des anguilles. Bref, un film que tout le monde pensait disparu pour l'éternité, avant que certaines scènes ne ressurgissent, comme je l'ai dit avant, dans Fubar, des décennies plus tard. Je vous le précise quand même, mais Fubar, avec toutes les recherches qu'on a fait, impossible de mettre la main dessus. Ce sont que des rumeurs ou alors des témoignages de gens qui disent que ça et ça, et après on reconstitue les morceaux. Donc tant mieux, voilà, on peut pas mettre la main dessus, alors que typiquement le film juste avant, ou même bien d'autres, on les trouve excessivement facilement. Et bien voilà, on en a terminé avec cet iceberg sur les films les plus malsains, dérangeants et à peu près tous les adjectifs possibles sur le sujet qu'on puisse trouver du coup dans le monde. Bon, si vous avez déjà vu certains des films dont j'ai parlé et qui vous ont chamboulé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour donner un peu votre feedback. Voilà, c'était des recherches très particulières. Heureusement du coup, j'ai pas eu besoin moi-même de les regarder pour me mettre au goût du jour. C'est le petit avantage de bosser avec des rédacteurs dévoués, n'est-ce pas Renaud ? Un peu trop dévoué peut-être même. Sur ce, en tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez toujours un peu d'appétit. Sinon, je vous souhaite une très belle nuit et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.